pourrait continuer d'explorer un peu ce thème du vivre ensemble et de viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant. Ça veut dire aussi réfléchir à la place de l'enfant autour de nous, la place qu'on lui donne. Et on souhaitait poser un temps de réflexion autour d'une table ronde qu'on avait appelée Vivre ensemble les petites enfances, un maillage collectif. Autant vous dire qu'il est d'actualité, mais il est aussi, il y a différentes façons de l'aborder. Pour cela, nous sommes ravis d'accueillir donc Annick Bouquet, qui est présidente petite enfance de la commission petite enfance chez France Urbaine et élue petite enfance de la ville de Versailles. Elsa Hervy, qui est déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. Thomas Ullmann, qui est directeur artistique et pédagogique, mais aussi rapporteur de la commission Tout petit dans la ville pour agir pour la petite enfance. Et nous devions avoir Gabrielle Alperne, et le plaisir de la voir, qui est philosophe et auteur de l'essai Grand Public, et qui s'est excusée ce midi parce qu'elle est au fond de son lit avec un Covid++, et ne peut malheureusement pas nous éclairer de ses lumières. On va donc, je vais quand même me poser avec vous. Vous avez des micros. Pour ouvrir, en fait, l'idée, c'était que Gabrielle Alperne ouvre un peu cette table ronde sur la réflexion du vivre ensemble, et notamment, désolé parce que ça m'a perturbé, il faut que je trouve mes fiches. Quand on avait échangé avec Gabrielle Alperne, elle travaille beaucoup sur l'hybridation. Et l'idée, c'était de voir quelles étaient leurs implications dans la manière d'appréhender la petite enfance, de penser les relations entre les parties prenantes et de renouveler le vivre ensemble. Et alors forcément, j'ai la lourde tâche de vous expliquer ce qu'est l'hybridation. Je vous rassure, je ne suis pas philosophe et je ne m'approvisionnerai surtout pas philosophe. Je vous lirai simplement un texte qui décrit un peu son approche, que vous compreniez en quoi il y a un côté passage aussi qu'on peut aller chercher. Alors, la philosophie de l'hybridation est fondamentalement une philosophie de la relation à l'autre. L'accélération de la tendance d'hybridation peut donc effectivement nous faire entrer dans une société de la relation, ce qui n'est pas du tout la même chose que le service. Le service, c'est ce que l'on apporte aux clients, aux habitants, aux administrés, aux citoyens. C'est une approche unilatérale. La relation, elle, est bilatérale. Quelle est la relation que je crée et que je propose à l'autre pour qu'il ait envie d'y entrer et de s'impliquer ? Se laisser guider par l'enfant. On le voit bien à l'échelle politique, les citoyens veulent être impliqués. On le voit à l'échelle professionnelle, les agents veulent être impliqués. On ne peut plus continuer dans l'unilatéral. Quand allons-nous passer au service public, à la relation publique ? Vous ne l'attendiez pas, celle-là ? Revenons à la figure du centaure, sa représentation même est parlante. Il y a 3 pièges de la relation à rejeter: la fusion, la juxtaposition et l'assimilation. Le centaure ne tombe pas dans ce piège, pour celles et ceux qui se représentent un centaure mi-homme, mi-cheval. Il offre une 4e voie, celle de la métamorphose réciproque, en faisant en sorte que chacune des parties accepte de transformer un peu. Alors comment on part de cette transformation ? Pour parler petite enfance, c'était tout l'objet justement de la table ronde. Et l'idée était de faire le lien avec différents acteurs, différentes parties prenantes, qui peuvent justement illustrer cette façon d'aborder la petite enfance sur notre système et sur notre société, dans la relation à l'autre, dans la relation que chacun peut se voir par rapport à la petite enfance. Et c'était toute la proposition là de cette prochaine table ronde. Éventuellement, Thomas, je proposais de te laisser faire le lien, notamment d'une part par rapport aux travaux du comité sur la ville. Sur plusieurs mois, tu as animé un comité qui s'est penché sur la place des enfants, en particulier les plus jeunes, dans l'espace urbain et l'évolution des contraintes qui sont imposées en 2 générations. Tu as également partagé des approches, dans le comité, on a partagé des approches innovantes, notamment en Italie avec Francesco Tonucci, dont les travaux commencent à essaimer en France. Par exemple, Montpellier était la première ville à rejoindre le réseau international de villes des enfants. Des choses surprenantes sur le plan politique, on a découvert que la ville de Rennes a nommé une adjointe en charge de la ville à hauteur d'enfants. Donc on voit aussi que ce sont des sujets qui émergent et on est dans la métamorphose.
Oui, ben c'est vrai que si on veut parler de maillage collectif, enfin, moi me vient aussi évidemment les termes cohésion sociale, lien entre les êtres humains. J'ai quitté Paris il y a 12 ans pour aller vivre à la campagne. Je vous conseille de le faire. Mais plus que dans les grandes villes, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus aucune cohésion, enfin plus aucune, j'exagère, mais le maillage est extrêmement compliqué, et en l'occurrence de par la spécialisation. C'est-à-dire qu'il y a des spécialisations de tout, alors dans les métiers évidemment, mais il y a aussi dans les secteurs urbains, dans l'architecture et dans les villes. Par exemple, on a beaucoup ça en province, hein, dans les petites villes aussi. Je pense qu'à Paris, je sais que beaucoup de gens viennent de province, donc tant mieux, mais les gens qui habitent à Paris ne se rendent pas forcément compte. On a des zones d'activité, on a des zones industrielles, on a des zones scolaires, on a des zones médicales. On fait tout en voiture, on ne se voit plus, on ne se parle plus, et je ne vous dis pas la place des enfants là-dedans. Parce qu'en fait, ils passent de la voiture à 4 roues des parents à leur propre voiture à 4 roues pour descendre sur un trottoir, pour se retrouver dans des zones où il y a pas de place pour eux, il y a trop de bruit, il y a c'est pas trop de gens justement, il y a presque pas assez de gens, mais il y a beaucoup plus de machines, de voitures, et en fait tout ça, ça tue entre guillemets effectivement ce maillage, cette vie collective. Donc c'est vrai que beaucoup de travaux ont été lancés, et depuis pas mal travaillent dessus, sur effectivement la place de l'enfant dans la ville, mais je dirais de manière générale dans la cité. On s'est aussi rendu compte dans le groupe de travail que quand on parlait d'un enfant dans une poussette, et ben, quand un enfant avec une poussette passait, a priori, une personne en fauteuil roulant passe aussi, et une personne âgée en déambulateur également. Donc finalement, ça rejoint, et j'ai envie de dire travailler, le terme n'est pas très beau, mais sur la petite enfance et trouver des solutions, finalement, par répercussion, apporte des solutions partout. Voilà, et finalement, il y a effectivement des solutions qui sont là. Un terrain vague. On s'est arrêté dessus, je vois Méline qui sourit, elle a fait partie du groupe de travail. En fait, quand on s'interroge, c'est super beau, un terrain vague. C'est vague. C'est pas spécialisé. On ne sait pas ce qu'on en fait. Ben, faisons-en quelque chose. Voilà. Et surtout, comment est-ce qu'on peut créer des relations, par exemple, entre des personnes âgées d'un quartier ou d'un village qui vont faire visiter aux enfants des écoles et des crèches le lieu dans lequel ils vivent, alors qu'ils ne sont peut-être pas tous le 6e arrondissement de Paris, mais qui peuvent être la grange du Père Auguste, où est née la chèvre, voilà, ou le pont, moi je vois dans mon village, c'est un pont qui a été installé par l'armée américaine, puisque j'habite au bord du Cher, qui était la ligne de démarcation. Enfin, il y a beaucoup de choses à créer, s'appuyer sur le passé, s'appuyer sur l'urbanisme, sur l'architecture, pour effectivement créer ce maillage collectif. Et juste pour revenir sur le thème cher à Gabriel Elpern, qui est l'hybridation, pour moi, ça rejoint l'intelligence collective, et je pense que c'est ce que nous essayons tous de faire, c'est ce que la petite enfance essaye de faire de plus en plus, c'est-à-dire effectivement d'ouvrir les portes. C'est vrai qu'avec Agir, on essaye d'impulser, alors évidemment ouvrir sur les parents, mais ouvrir sur les centres d'art, les artistes, les écrivains, les auteurs. Et donc cette hybridation, finalement, elle est là. Il faut savoir la détecter, la valoriser. Et c'est vrai que, oui, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'intelligence collective. Et voilà, quoi de plus riche, et qu'est-ce qui peut apporter plus de solutions que ça? Merci. Dans le fait de rebondir sur l'ouverture à la ville, ou sur le fait de voir les choses un petit peu autrement, Elsa, tu voulais nous partager un sujet aussi du vivre ensemble qui touche aux droits des enfants? Oui, alors moi je voudrais vous parler de Maurice. Maurice, c'est pas Jade, Louise ou Ambre qui sont les 3 prénoms de petites filles les plus donnés en 2022. C'est pas non plus Gabriel, Léo ou Raphaël qui sont les 3 prénoms de petits garçons les plus donnés en 2022. Maurice, c'est autre chose. Maurice, il habitait sur l'île d'Oléron. Maurice, il vivait dehors dans son jardin. Maurice, il jouait dehors. Il faisait du bruit dehors. Et les voisins de Maurice trouvaient que Maurice faisait trop de bruit, que Maurice était insupportable, que Maurice perturbait leur tranquillité. Ils ont porté plainte. La justice ne leur a pas donné raison. Mais alors, les élus de toute la France, de tous les partis, se sont mobilisés pour sauver tous les Maurice qui ne pouvaient pas vivre enfermés et empêcher les voisins de se plaindre.
Ils ont voulu donner à tous les Maurice le droit de jouer et de faire du bruit dans son jardin, même si ça dérangeait les voisins. Les élus de la République ont voté une loi en 2021. C'est la loi pour définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. C'est la loi qui protège le chant du coq, le son des cloches des églises comme des vaches, les bruits des tracteurs, les odeurs de lisier ou le chant des cigales. Et oui, parce que Maurice, c'était un coq. Et je vais maintenant vous parler de Jade, Louise, Ambre, Gabriel, Léo, Raphaël et tous les autres enfants de moins de 3 ans. Ici, dans cette salle, on connaît nos 10 commandements de Jean Pineau. Et on sait tous que le principe numéro 6 de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, c'est « le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement ». Depuis la réforme Norma, l'espace extérieur est obligatoire dans toutes les nouvelles crèches, situées dans un carré accueillant moins de 10 000 habitants, fortement recommandé dans les autres établissements. Le 1er septembre 2026, au plus tard, toutes les crèches qui n'ont pas d'extérieur auront toutes dans leur projet d'établissement des activités en plein air. Concrètement, moi, à la fédération des entreprises de crèches, mais je suppose dans toutes les crèches de tout statut juridique, on me remonte de plus en plus de conflits de voisinage. Des habitants à proximité des crèches qui sont comme les voisins de Maurice Lecoq. Les enfants font trop de bruit pour eux. Et il est de plus en plus fréquent que les crèches soient victimes de refus de mise à disposition de l'usage des jardins qui sont attenants à la crèche, de refus d'autorisation de la copropriété, d'aménagement des jardins aux normes réglementaires. La crèche ne peut plus les utiliser. Pire, et véridique, j'ai vu des restrictions d'usage. Les enfants ont des heures de sortie, 2 heures par jour dans le jardin. Et dans cette même crèche, il y a des heures d'ouverture des fenêtres, parce que sinon ça fait trop de bruit. Et les crèches ne sont pas les seules. Au cours de l'été 2023, la ville de Bruges, qui est une très belle ville de Gironde, a dû déplacer une partie des jeux pour enfants du parc Ozone suite à des plaintes de riverains excédés par le bruit. Alors moi, mon sujet, quand tu m'as parlé de ce vivre ensemble, je me suis dit, attends, on sera le 20 octobre, ce sera un mois pile, jour pour jour, avant le 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant. Alors moi, je me suis dit, c'est l'occasion de dire que je voudrais que Jade, Louise, Ambre et toutes les autres petites filles, Gabriel, Léo et Raphaël et tous les autres petits garçons, ils aient le droit de faire du bruit dans leur crèche, dans leur parc, dans leurs aires de jeu, que c'est normal, que c'est naturel et que c'est même indispensable à leur développement. Et je me suis dit que je profiterais d'être ici, au moment où on parle du vivre ensemble, pour dire que j'aimerais que dans un mois, jour pour jour, tous ensemble, on ait trouvé assez d'élus pour porter cette loi du bruit bénéfique de la petite enfance. Et j'aimerais que les élus y soient encore plus nombreux que pour Maurice Lecoq. Moi, je vous avoue que quand j'entendais l'histoire des petites souris qui font du bazar à travers les fenêtres et qui amènent toute la ville à faire la fête, je pensais beaucoup à Maurice Lecoq, dont Elsa m'avait parlé effectivement. Et il faut multiplier ces messages, il faut vraiment les dire, parce que effectivement, il faut se rendre compte que pour laisser les enfants se développer, il faut effectivement leur laisser faire du bruit. Du coup, ça participe aussi du troisième axe en fait, dont on voulait parler. Annick, lors de notre échange, en fait, on avait abordé à la fois l'importance d'ouvrir les portes des lieux d'accueil pour offrir des opportunités d'expérience aux bébés et aux professionnels, un peu le lien avec ce que disait Thomas, et que c'était pas forcément naturel encore, et par contre que c'était justement des changements, comme le disait Elsa, qui étaient portés par le politique, puisque du coup, c'est aux politiques d'impulser ces nouvelles dimensions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, je voulais d'abord dire que c'est un élu, c'est quand même quelqu'un qui est au service de ses concitoyens, premièrement, et je pense que la première qualité d'un élu, c'est d'aimer les gens. Et que le vivre ensemble, c'est vraiment au cœur des préoccupations, j'entends, de tous les élus, parce que sa priorité, c'est que tout le monde soit bien dans sa ville, dans son quartier, dans sa rue, dans les lieux publics, que ce soit mairie, école, crèche. Notre priorité, c'est que ce vivre ensemble soit présent
dans tous les lieux et à chaque instant. Alors le vivre ensemble, c'est quoi? Parce qu'on parle de vivre ensemble, mais c'est quoi en fait? Eh bien, c'est le respect de l'autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui respecte l'autre et que le respect des règles du vivre ensemble soit aussi mis en place. Nous, les élus, on doit être garant de cela, ça j'en suis certaine, et que chacun trouve sa place. Et pour moi, il y a une place pour tout le monde dans sa ville, que l'on soit petit, grand, moyen, handicapé ou pas, ou tout petit, d'où de faire une ville à hauteur des tout petits, et aussi sur le bruit. Alors, c'est quoi le vivre ensemble dans la petite enfance quand même? Je me suis posé la question quand même. Hein. Pour moi, ça se décline de plusieurs manières. J'ai fait un immeuble à 3 étages. Le 3e étage, c'est le vivre ensemble entre les enfants, même si à cet âge, entre 0 et 3 ans, ils n'ont pas conscience de l'altérité et que pour l'instant, l'autre, c'est un individu comme lui en fait, il n'est pas différent. Et pourtant, comment enseigner dès le plus jeune âge aux enfants de se vivre ensemble et surtout qu'ils ne soient pas analphabètes de la relation à l'autre et à son environnement. Et là, on arrive donc au 2e étage. Et le 2e étage, c'est le vivre ensemble entre les professionnels et les enfants. Et ça, je sais que les professionnels savent le faire. Elles savent s'adapter à chaque petit, parce que même s'ils ont le même âge, ils sont tous très différents. Elles savent trouver que chaque enfant trouve sa place et qu'ils grandissent et s'épanouissent à leur rythme. Et puis, les enfants, les tout petits aussi, il faut qu'ils s'adaptent aux professionnels, parce que quand je vais dans mes crèches, ce que je constate, c'est que il faut qu'ils apprennent à partager les jouets. Mais là, quand on dit c'est ma nounou, ils apprennent aussi à partager aussi. Et c'est pas forcément évident, même si j'ai l'impression qu'elles ont 10 bras. Hein, mais bon, voilà. Et puis l'étage du premier, c'est le vivre ensemble entre professionnels. Ce qui n'est pas évident, souvent parce qu'elles sont dans un petit espace où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, des pleurs. En plus, c'est un milieu souvent féminin. Je ne suis pas contre, hein. Je vous dis tout de suite, je viens d'une famille de 5 filles et j'ai 4 filles. Donc, milieu féminin, je connais bien. Mais bon, mais c'est vrai quand même, c'est bien aussi d'avoir le complément, le masculin. Et je pense qu'il y a le rôle de la directrice, mais aussi de l'élu, qui est importante, car nous avons un rôle pour accompagner ces professionnels, à la fois sur leurs projets qu'elles ont choisis, mais aussi de leur proposer des projets. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que souvent l'extraordinaire dans le quotidien n'est plus l'extraordinaire. Et il y a Pierre Moisset qui avait fait une étude au niveau des professionnels de la petite enfance, des métiers de la petite enfance, et qui disait le premier handicap, c'est la routine de ce métier. Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier Agir pour la petite enfance, de nous ouvrir cette fenêtre, ce projet. Mais je pense que ça permet surtout de valoriser, et tant mieux, ces professionnels de la petite enfance qui, en fait, font un travail formidable. Ça, je le dis vraiment avec passion, parce que je suis toujours sidérée de tout ce qu'elles font, de cette créativité, mais qu'elles font, et ça a été dit encore ce matin, c'est ce qu'elles font au quotidien, et qu'elles font partout. C'est ce que je constate. Et ça, je veux vraiment leur rendre honneur. Et puis le rez-de-chaussée, pour moi, qui est la base, qui est la pierre angulaire de cet immeuble, c'est leur relation parents et professionnels. Et je sais que ces professionnels, elles savent écouter, elles savent comprendre. Elles sont souvent une éponge de toute cette angoisse, cette anxiété que leur transmet ces familles, qu'elles ont besoin aussi de prendre du recul par rapport à ça. Mais pour moi, c'est la pierre angulaire parce que c'est la confiance entre les professionnels et les parents. Et s'il n'y a pas cette confiance, l'enfant ne pourra pas aussi avoir confiance. Pour moi, c'est l'essentiel. Et que dans le vivre ensemble, la confiance est la base de tout. Et c'est pour moi la première forme du respect de l'autre. Et ce que je voulais dire, c'est que on va arriver justement au projet d'ouvrir aux autres. Et pour développer le vivre ensemble chez les tout petits, j'en reviens au départ, pour ça, c'est stimuler tous ses sens. C'est le regard, savoir regarder l'autre. C'est l'oreille, c'est savoir entendre, mais surtout écouter l'autre. C'est sentir, que ça sent bon ou pas bon, mais sentir l'autre, et puis toucher l'autre qui casse une barrière. Et je pense que la culture est un moyen pour ouvrir, stimuler tous ces sens. Et on le voit avec tout ce que vous proposez. Et moi, humblement, à la ville de Versailles, on essaye d'ouvrir nos portes, parce qu'on trouve que d'abord, ça sort du quotidien. Alors ça ne mène peut-être pas à l'extraordinaire, mais ça sort du quotidien les professionnels de la petite enfance, et elles en ont besoin, et on le sait. Donc moi, j'ai la chance d'habiter Versailles et d'avoir un château, et de mener des projets avec le château de Versailles, où là, j'ai mis l'accent
pour le proposer essentiellement aux assistantes maternelles et aux auxiliaires parentales, parce que je trouve que déjà, nous, dans nos crèches, on a pas mal de choses, et je trouve que c'est un moyen. Donc, on a un projet avec le Château de Versailles où elle devient une demi-journée, où il y a plein de choses, où justement, on stimule les sens, dans tout, voilà, pour les tout petits comme pour les plus grands, je l'avoue. Et pareil, on mène des partenariats avec le conservatoire de musique, on mène le partenariat. Voilà, on ouvre les portes des crèches pour sortir dans la ville, parce qu'on appartient à cette ville. Et que en ouvrant les portes avec les élèves du conservatoire, parce qu'on a des élèves du conservatoire qui viennent, qui commencent à découvrir le monde du tout petit, qui se rendent compte que jouer de la musique classique, c'est peut-être pas forcément intéressant au tout petit, qui tout d'un coup s'adaptent. Quand vous parlez de la ville à hauteur des enfants, je pense qu'il faut ouvrir et surtout ne pas avoir peur, parce que quand je dis la confiance, c'est ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, ne pas avoir peur de reconnaître l'autre, d'accepter tout ce qui se passe, et je pense que c'est la base de tout. Voilà. Et nous, les élus, notre rôle, c'est de créer cet environnement et ces moyens pour permettre que tout est possible pour tout le monde. Et je vais juste rajouter une chose sur votre prochain projet, justement. C'est viens, je t'emmène pour te montrer ce qui m'émerveille, ce qui m'étonne, ce qui me surprend, ce qui me fait peur. Viens, je t'emmène pour que tu m'expliques, que tu t'émerveilles avec moi. Viens, je t'emmène pour que tu retrouves aussi ton âme d'enfant. Et l'âme d'enfant, c'est pas avoir peur et c'est d'aller partout et toucher à tout. Bravo. Oui, non, je rebondirais sur la confiance et sur viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant. Il y a aussi ça. Pour moi, en tous les cas, je sais que quand on réfléchit aux propositions c'est plutôt l'enfant qui dit ça, mais justement, ça peut être le parent, évidemment. Et je trouve que c'est ce que je disais un peu ce matin, si on s'accordait de se laisser porter par les enfants, et je sais qu'il y a un sujet qui est clé dans le métier d'éducateur, qui est l'observation, qui est, je trouve, vraiment l'ultime et sublime position, parce que je pense que c'est une position absolument sublime de savoir se mettre en recul et d'accepter l'autre tel qu'il est, et d'observer et d'apprendre et de prendre ce temps. Et je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Alors, tu as raison, Elsa, aussi sur les droits de l'enfant, puisque c'était notre point de départ sur la ville et l'enfant, effectivement, et on en parle dans notre synthèse qu'on va bientôt diffuser. Le travail aussi sur la confiance. Et là, je vous rejoins parce que le problème est clé. Et le problème est clé, je le vois quand on fait des séances, des sessions avec des enfants. Il y a vraiment des parents, je me souviens, la Maison de la Créativité en parlait. Oh là là, non, c'est pas pour mon fils, il va tout casser. Ne va pas derrière le buisson, tu vas te salir ou te faire mal. Derrière le buisson, on n'est pas en train de parler d'une jungle. Mais je veux pas, c'est pas de la faute des parents non plus. C'est-à-dire qu'ils sont sous des injonctions continuelles. Il faut allaiter son enfant, il faut qu'il mange bio, il faudrait qu'il aille au parc, il faut qu'il aille au musée, il faut qu'on lui lise des histoires. Et puis vous êtes en train de construire votre vie professionnelle, et puis vous avez aussi envie d'avoir du temps pour vous. Et c'est justement parfois peut-être ces silos, en fait, ces spécialisations qui fait que plus de souplesse, alors je ne dis pas forcément dans l'accueil, mais je pense même effectivement à l'urbanisme, on pense beaucoup à l'architecture. Je ne trouve pas que l'architecture des crèches aujourd'hui tend à la cohésion sociale et au maillage collectif. Ce sont des lieux qui sont, on dirait des cantines, en gros. Vous voyez la cantine où on était? Bon, pas toutes. Oui. Non, mais il y en a beaucoup dans lesquelles nous allons, et en fait, il y a beaucoup de séparation entre chaque espace. Alors oui, il y a des cantines, il y a des crèches qui mettent du bois, qui mettent, etc. Enfin, pour l'instant, je ne vois pas énormément de crèches avec des jardins, je ne vois pas énormément de crèches avec des baies vitrées, avec de la lumière, avec des murs qui sont vierges sur lesquels les enfants peuvent peindre, mais on a plutôt peint à leur place. Je vois beaucoup de jardins où j'entends qu'on ne peut pas aller. Tu parlais tout à l'heure. Donc, l'idée n'est pas du tout de tout jeter, mais il y a un travail à tous les niveaux. Effectivement, l'urbanisme, l'architecture, la façon dont on accueille les enfants. Et les professionnels, je pense, sont au cœur de ça. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on les écoute à tous les niveaux. Effectivement, qu'on écoute leur expérience et leurs analyses et ce qu'ils peuvent apporter. Moi, en rebond un peu sur ces sujets-là,
D'abord, viens visiter les crèches adhérentes de la FFEC, je t'assure, c'est pas la cantine, hein, c'est beaucoup plus joli. Et il y a plein, je suis sûre, les crèches de Versailles, elles sont top, et qu'il y a plein de crèches qui sont beaucoup plus belles que la cantine, qui était quand même sympa. Je voudrais pas que le ministère nous prive de cantine la prochaine fois, quand même. Sur ces sujets de oser avec les enfants et faire confiance aux enfants et en fait se faire confiance les uns les autres. Moi je partage ton point de vue, on est souvent dans des logiques et ce qui nous guide, hein, c'est la sécurité absolue des enfants, mais parfois à force de sécurité absolue, on les prive aussi du droit à expérimenter. Et donc je ne dis pas qu'il faut les donner des scies aux enfants de moins de 3 ans, mais je dis que peut-être que dans le jardin, il peut y avoir un arbre, même avec une planche, et peut-être qu'ils peuvent se cogner, se râper, et que ce ne sera pas l'accident dramatique de l'année. Et de manière générale, plutôt dans les sorties, le vivre ensemble, ce que je vois dans les équipes, hein, que je rencontre régulièrement, c'est une grande pression pour faire des choses merveilleuses et énormes sans se rendre compte et sans valoriser ce qu'ils font déjà au quotidien et qui est du vivre ensemble. Il y a je ne sais pas combien de crèches qui ont comme truc juste d'aller acheter le pain ou d'emprunter des bouquins à la médiathèque et qui... c'est des petites choses qui leur semblent tellement naturelles que ça ne devient plus un objet pédagogique. Mais aller acheter le pain avec des enfants et où ils vont s'habiller, se déshabiller, marcher, dire bonjour, pas dire bonjour, faire attention, regarder la rue, regarder dehors. En soi, c'est une activité, un atelier, quelque chose qui va mobiliser l'équipe et c'est quelque chose qui leur semble tellement naturel que c'est même pas dans leur projet écrit d'établissement, etc. Et en fait, ce serait plutôt ça le message. C'est aussi, il faut aussi qu'on apprenne à s'écouter les uns les autres et à avoir aussi suffisamment de confiance dans le professionnalisme des gens et suffisamment de bienveillance pour aussi mettre en valeur ces petites choses, mais c'est tous ces petits pas qu'on fait pour les petits-enfants qui font que demain ils deviendront grands et c'est notre travail en fait de se mettre à hauteur d'enfants et de valoriser ça et je trouve que dans Vivre ensemble les petites enfances il y a aussi arriver à diffuser ces choses qui est que peut-être que quand on n'est pas de la petite enfance on trouve ça hyper banal et détail négligeable mais où en fait aller prendre l'aventure d'aller acheter le pain c'est comme ce matin, quelqu'un qui racontait sa première fois où elle avait pris le bus avec sa nounou. C'est comme ça aussi qu'on construit et qu'on accompagne dans leur éveil les enfants de moins de 3 ans. Voilà. Alors, moi, j'aimerais expliquer un peu l'origine un peu de l'accueil du jeune enfant et qui peut-être explique comment on s'est construit. C'est-à-dire que l'accueil du jeune enfant, au départ, c'était un côté très santé, très hygiéniste. Et voilà, et ça, c'est la base. C'est pour ça qu'on a eu des infirmières, des auxiliaires puéricultrices, voilà. Puis petit à petit, dans les années 70-80, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être mettre un peu de psychologie. Donc on a mis des éducatrices de jeunes enfants. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la richesse aussi de notre accueil de la petite enfance, puisqu'on a une pluralité de métiers et une complémentarité. Et est arrivé après le développement des neurosciences. Et là, on s'est dit, mince, on laisse peut-être... L'enfant n'est plus au cœur. En fait, c'est vrai que l'accueil, il est adapté aux besoins des familles. On voit bien qu'il y a des enfants qui font des horaires de dingue, qui n'ont pas de vacances, qui, voilà, que c'est pas du tout quelque part adapté à leur rythme, même si les professionnels font tout pour. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est ça qu'on recherche? Et les neurosciences ont montré, et entre autres les 1000 premiers jours, ont montré de l'importance que l'enfant, même tout petit, en fait, il avait déjà un cerveau, il était en plein développement, et est-ce que cet accueil était vraiment adapté? Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on parle de confiance, c'est vrai que dans l'accueil, on nous a impliqué des normes phénoménales. Justement, attention, il ne faut pas mettre de planche en bois parce qu'ils vont faire une écharpe, il ne faut pas escalader, faut pas... Et je pense qu'il y a quelque chose maintenant à changer là-dessus.
de montrer que non, la vie, c'est une prise de risque et ça s'apprend tout petit. Et que les professionnels, elles sont là, elles le savent, elles vont accompagner. Elles n'ont aucune envie que l'enfant se fasse très mal. Mais voilà, il faut arrêter cette peur, cette crainte, justement, dans l'intérêt de construire la société de demain. Et la peur, la crainte, c'est aussi la peur de l'autre, la peur de l'altérité, c'est totalement lié. Et je pense qu'on a, vous, les professionnels, comme nous, les élus, comme tout le monde, on a un rôle à jouer là-dessus qui me paraît essentiel. Je sens qu'on pourrait continuer longtemps. Malheureusement, on va être pris par le temps. Merci beaucoup en tout cas de vos éclairages. Et l'objectif est vraiment réussi pour nous parce que l'idée était justement de lancer ce thème. Donc en fait, Elsa, tu as parlé d'1 mois, effectivement, mais on a jusqu'au mois de mars pour aller porter ce maillage collectif, ce vivre ensemble de la petite enfance, l'infuser. Annick, vous disiez l'importance de faire connaître aussi ces métiers et les enjeux qui sont derrière. Et ben voilà le challenge jusqu'à mars 2024 et le thème qui va nous unir. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.